Mon nom est Hassan Mich. J'ai 32 ans et j'ai construit mon entreprise de bâtiment à partir de rien, juste avec de la sueur et de la détermination. En grandissant, j'ai toujours été l'enfant responsable, alors que mon petit frère, Derek, était clairement le préféré. Quand j'ai reçu l'appel à propos de la réunion pour la succession de mes parents, j'espérais enfin de la justice après des années à les avoir soutenus financièrement et émotionnellement. Je n'aurais jamais imaginé que mes propres parents allaient me trahir de façon aussi calculée. Avant de vous raconter comment j'ai retourné cette trahison familiale, dites-moi depuis où vous me regardez et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti ignoré par ceux qui devraient vous apprécier. J'ai grandi dans un quartier modeste en banlieue de Boston. Mon père, Robert, travaillait dans les assurances et ramenait un salaire correct qui nous permettait de vivre à l'aise, mais jamais riche. Ma mère, Suzanne, enseignait en CE2 dans l'école primaire du coin. De l'extérieur, on aurait dit une famille américaine moyenne classique, mais à l'intérieur, l'équilibre était loin d'être juste. Mon frère Derek a 5 ans de moins que moi et depuis sa naissance, l'attention dans la famille a changé. Moi, j'étais le sérieux, l'élève studieux qui avait de bonnes notes et suivait les règles. Tandis que Derek était charismatique, sociable et avait du mal à l'école. Cette différence de caractère n'est peut-être pas un problème dans d'autres familles, mais chez nous, ça a créé une séparation nette dans l'amour de nos parents. Je me souviens encore de ma remise de diplôme au lycée. J'étais le meilleur élève. J'avais obtenu une bourse partielle pour l'université de Boston et j'avais été accepté dans leur programme d'ingénierie très sélectif. Mes parents sont venus à la cérémonie, bien sûr, mais la fête après était minime. Un dîner rapide chez Applebee's, une carte avec $50 et ensuite. La conversation a tout de suite tourné vers le prochain tournoi de baseball de Derek. 2 semaines plus tard, quand l'équipe de Derek a gagné un championnat régional. Mes parents ont organisé un barbecue dans le jardin, ont invité toute la famille élargie et lui ont offert une nouvelle console de jeu. Ce n'était pas la différence de cadeau qui m'a blessé, c'était la différence d'enthousiasme. Mes réussites étaient reconnues, celles de Derek étaient célébrées. L'université, c'est là que les différences financières sont devenues impossibles à ignorer. Même avec ma bourse, je devais quand même payer une grosse partie des frais. Mes parents ont contribué avec ce qu'ils pouvaient, à peu près un quart du coût total. Mais ils ont été clairs, c'était à moi de m'occuper du reste. J'ai pris des petits prêts et j'ai enchaîné 3 jobs à temps partiel. Le matin dans un café, le soir à la bibliothèque du campus et le week-end sur les chantiers avec l'entreprise de mon oncle. Je dormais à peine, mais j'ai réussi à obtenir mon diplôme avec peu de dettes. Et une précieuse expérience professionnelle. L'université de Derek, c'était tout le contraire. Il est allé dans une école privée avec des frais presque 2 fois plus élevés que les miens. Et pourtant, il avait des notes moyennes. Mes parents ont payé tous ses frais, inscription, logement, repas. Et même de l'argent de poche. Quand j'ai demandé un jour à mon père pourquoi cette différence, il a simplement répondu. Le Derek n'est pas aussi indépendant que toi. Hassan a besoin de plus de soutien. Ce genre de traitement a continué après l'université. J'ai découvert que j'étais doué pour le bâtiment et la gestion de projet. J'ai économisé chaque centime de mon premier emploi dans une entreprise de construction. J'ai pris des cours du soir en gestion et finalement. J'ai lancé EMI chez Contracting à 26 ans. Les 2 premières années ont été très dures. Je travaillais 80 heures par semaine. Je dormais sur un matelas dans mon bureau pour économiser le loyer. Je réinvestissais chaque dollar de bénéfice dans l'entreprise. Pas de vacances, pas de vie amoureuse, juste du travail et de la détermination. Pendant ce temps, Derek changeait de travail tous les quelques mois. Il disait qu'il cherchait sa passion, mais en vrai, il passait surtout du temps dans les bars et les fêtes. À 25 ans, il a annoncé qu'il voulait ouvrir une boutique de souvenirs de sport. Même s'il n'avait aucune expérience en vente ni en gestion. Mes parents ont rehypothéqué leur maison pour lui donner $75 000 comme capital de départ. Le commerce a fait faillite en 8 mois. Derek a blâmé l'emplacement, l'économie, la concurrence en ligne, tout sauf lui-même. Et le fait qu'il utilisait les objets de la boutique pour impressionner ses amis. Mes parents ont considéré que c'était une perte normale, avec très peu de critiques. Et ont continué à l'aider financièrement. Pendant cette période, mon père a eu un souci de santé, un petit infarctus qui a nécessité une opération et plusieurs semaines de repos. L'assurance a couvert la plupart des frais, mais il restait un trou de $30 000. Je l'ai payé sans hésiter, en reportant l'achat d'équipements qui auraient aidé mon entreprise à grandir.
Mes parents m'ont remercié, bien sûr. Mais on aurait dit qu'ils trouvaient ça normal, comme si c'était juste mon devoir en tant que fils qui a réussi. Cela a installé une habitude. Je suis devenu le filet de sécurité financière de la famille. Pendant que je recevais à peine un peu de soutien émotionnel ou de reconnaissance. Les dîners familiaux du dimanche étaient devenus le théâtre des nouvelles idées et aventures de Derek. Alors que mes réussites professionnelles recevaient tout au plus un compliment rapide. Je restais là à écouter mes parents s'enthousiasmer parce que Derek se découvrait lui-même. Alors que moi, j'étais en train de construire quelque chose de réel, de solide. L'année dernière, quand mes parents ont mentionné qu'ils avaient du mal à payer leurs prêts à cause de l'augmentation des impôts fonciers. J'ai mis en place un virement automatique chaque mois sur leur compte, sans hésiter. C'était 2800 $ par mois, de l'argent que j'aurais pu investir dans mon entreprise ou économiser pour mon avenir. Mais c'étaient mes parents, et malgré tout, je les aimais et je voulais qu'ils vivent confortablement. Je n'attendais pas de reconnaissance, mais je m'attendais à de la justice. C'est pour ça que quand j'ai reçu l'appel de Thomas Wilson, l'avocat de mes parents, à propos d'une réunion pour la succession, je ne me suis pas inquiété. Je pensais que ce serait juste une discussion classique sur la façon dont leurs biens seraient partagés équitablement entre Derek et moi, quand le moment viendrait. Après tout, même s'ils avaient préféré Derek émotionnellement, ils n'allaient sûrement pas étendre ce favoritisme à l'argent après leur mort, surtout vu tout ce que j'avais fait pour les aider financièrement au fil des ans. Je ne pouvais pas être plus loin de la vérité. L'appel de Thomas Wilson est arrivé un mardi après-midi pendant que je supervisais la rénovation d'une cuisine à Brooklyn. Sa voix était neutre, professionnelle, pendant qu'il m'expliquait que mes parents demandaient ma présence à une réunion de succession ce vendredi. Quand j'ai demandé plus de détails, il a simplement dit qu'il valait mieux en parler en personne. Quelque chose dans son ton m'a mis mal à l'aise, mais j'ai pensé que c'était juste ma paranoïa. Le vendredi est arrivé et je me suis rendu au cabinet d'avocat au centre-ville de Boston. Dans un immeuble élégant en verre qui annonçait clairement des honoraires très chers. Je me suis habillé avec ma meilleure tenue business décontractée, un jean sombre et une chemise bien repassée. Le travail dans la construction ne demande pas souvent une tenue habillée. Mais je garde toujours quelques beaux vêtements pour les réunions clients. La réceptionniste m'a dirigé vers la salle de conférence numéro 3. Quand je suis entré, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Mes parents étaient assis, raides, d'un côté d'une longue table. Derek était à côté d'eux, en train de jouer avec sa montre, une montre coûteuse à jouer et qu'il ne pouvait clairement pas s'être payé tout seul. L'avocat Wilson était assis à la tête de la table, avec plusieurs chemises cartonnées bien alignées devant lui. « Hasson, merci d'être venu », a dit Wilson en me montrant la chaise vide face à ma famille. « Maintenant que tout le monde est là, on peut commencer. » La salle de réunion semblait froide malgré le temps doux du printemps dehors. Des œuvres d'art sûrement choisies pour impressionner les clients étaient accrochées au mur. Des tableaux abstraits en bleu et gris, style entreprise. Je me suis assis, remarquant que ma mère jetait un regard inquiet à mon père, qui fixait la table. « Comme vous le savez, » a commencé Wilson, « nous sommes ici pour parler de la succession de Robert et Suzanne. Ils ont pris certaines décisions qu'ils jugent importantes de partager clairement pendant que vous êtes tous présents. » Il a ouvert la première chemise et a sorti plusieurs documents. Je vais être direct. Robert et Suzanne ont décidé de mettre tous leurs biens au nom de Derek. Et il sera l'unique bénéficiaire de leur héritage. Les mots sont restés suspendus dans l'air. J'ai du mal à entendre. Pardon ? Quoi ? Ai-je demandé en regardant mes parents, qui ne me regardaient toujours pas dans les yeux. Wilson a continué, toujours aussi froid. Leur maison, les comptes d'investissement, les assurances-vie et leurs biens personnels seront transférés à Derek après leur décès. Toi, Hasson, tu recevras la collection de cartes de baseball de ton père et le livre de recettes de ta grand-mère. Comme l'a spécifiquement demandé ta mère. J'ai eu l'impression de recevoir un coup en plein ventre. Des cartes de baseball, un livre de cuisine, après tout ce que j'ai fait ? C'est une blague, non ? J'ai regardé mon père droit dans les yeux, qui a enfin levé la tête. Hasson. A-t-il dit d'une voix qui essayait d'être ferme, mais tremblait un peu. On y a beaucoup réfléchi. Tu as réussi dans la vie. Tu as construit une entreprise solide. Derek a besoin de plus de sécurité que toi. Ma mère a ajouté d'une voix haute, un peu cassée. On essaie juste d'être pratique. Tu as toujours su te débrouiller tout seul. Je me suis tourné vers Wilson.
Pouvez-vous me dire exactement quels biens on parle ici? Il a hoché la tête et a commencé à les énumérer calmement. La maison, estimée à environ 650 000 $ que tu les avais aidés à refinancer et pour laquelle tu faisais des versements. Des comptes d'investissement pour un total d'environ 10 000 $, en partie alimentés avec l'argent que tu leur avais donné pour leur retraite. Des assurances vie avec des prestations combinées de 300 000 $. Et puis la bombe est tombée. De plus, a continué Wilson. Vos parents ont récemment pris une nouvelle hypothèque sur leur maison pour financer la nouvelle entreprise de Derek. Le montant de l'hypothèque est de 425 000 $, avec des paiements mensuels de 2800 $. Ma tête tournait. C'était exactement le montant que j'envoyais chaque mois. Ils n'avaient pas eu besoin d'aide pour payer leur ancienne hypothèque. Ils avaient repris un prêt sur leur maison, presque totalement payé, pour financer encore une autre des idées vouées à l'échec de Derek. En sachant que ce serait moi qui paierais les mensualités. Et quelle entreprise, ai-je demandé en regardant Derek, qui eut au moins la décence d'avoir l'air un peu mal à l'aise. Un bar sportif de luxe, répondit rapidement ma mère, avec une note de fierté dans la voix. Un emplacement excellent au centre-ville, très prometteur. Et vous attendez de moi que je continue à payer cette hypothèque, ai-je demandé, incrédule. Mon père s'éclaircit la gorge. Nous apprécierions ton soutien continu pendant cette période de transition, une fois que l'entreprise de Derek aura décollé. Laissez-moi bien comprendre, ai-je coupé, en luttant pour garder une voix stable. Vous avez repris un prêt sur votre maison pour financer le projet de Derek. En sachant que je paie vos mensualités depuis 1 an. Vous avez mis tout ce que vous possédez au nom de Derek. Et vous attendez que je continue de payer l'hypothèque d'une maison que je ne posséderai jamais. Qui reviendra entièrement à mon frère avec tout le reste? La pièce est restée silencieuse. Derek observait ses ongles parfaitement manucurés. Ma mère s'essuya des larmes imaginaires. Mon père remua, mal à l'aise. Ah son. Intervint Wilson. Je comprends que ce soit une surprise. Une surprise. J'ai éclaté de rire. Un rire creux, même pour moi. Une surprise. Une fête d'anniversaire, c'est une surprise. Ça. J'ai cherché le mot juste. C'est une trahison. Ne sois pas si dramatique, dit enfin Derek en levant les yeux au ciel. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de leur argent. J'ai regardé mon frère. Ce type qui avait tout reçu pendant que moi je m'étais battu pour chaque miette. Il n'avait même pas la conscience de reconnaître son privilège. Dans sa tête, tout cela était simplement l'ordre naturel des choses. Lui recevait, moi je donnais. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir, ai-je demandé à Wilson, en ignorant complètement Derek. Wilson regarda mes parents, puis me regarda de nouveau. Ces documents sont déjà signés et ont une valeur légale. J'ai suggéré un partage plus équitable, mais vos parents ont été très clairs sur leurs souhaits. Je me suis levé lentement et j'ai attrapé ma veste. Merci pour votre temps, maître Wilson. Je vous remercie pour votre franchise. Hasson, attends, cria ma mère pendant que je me dirigeais vers la porte. On devrait en discuter en famille, peut-être dimanche, au dîner. Je me suis retourné une dernière fois, observant la scène. Mes parents nerveux, mon frère qui se croyait tout permis. L'avocat avec ses piles bien rangées de papiers documentant le mépris total de ma famille. Pour tout ce que j'avais fait et sacrifié. Je ne viendrai pas au dîner, ai-je dit calmement. J'ai ma propre planification financière à faire. Je suis sorti, ignorant les appels de ma mère et la voix soudainement autoritaire de mon père qui me criait de revenir. Dans l'ascenseur en direction du parking, mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages et des appels. Je l'ai mis en silencieux et j'ai conduit chez moi dans un état de choc figé. L'ampleur de la trahison ne s'était pas encore vraiment imprimée dans mon esprit. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était une question de ce que cet argent représentait. Des années de soutien non reconnu, d'être pris pour acquis. D'être apprécié uniquement pour ce que je pouvais apporter. Pour la première fois, j'ai vu les choses clairement, aux yeux de ma famille, je n'étais pas un fils ou un frère. J'étais un distributeur de billets avec un cœur qui bat. Et il était temps de désactiver ce compte. J'ai conduit chez moi en mode automatique, sans vraiment remarquer les rues ou les feux rouges. Mon appartement se trouvait dans un ancien bâtiment industriel réaménagé. Pas luxueux, mais spacieux. Et bien situé près de mon bureau. J'économisais pour acheter ma propre maison, mais je retardais toujours cet achat.
À cause des problèmes d'argent de mes parents. L'ironie ne m'échappait pas. Une fois à l'intérieur, je me suis servi 2 doigts de whisky et je me suis assis sur le comptoir de la cuisine, en regardant le mur. L'engourdissement s'est dissipé peu à peu, laissant place à des vagues de colère, de douleur et de confusion. Mon téléphone vibrait toujours dans ma poche. Cet appel manqué de ma mère, 3 de mon père, et plein de messages que je ne pouvais pas me forcer à lire. Après avoir terminé mon verre, je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai allumé mon ordinateur. Si je voulais digérer cette trahison, je devais en mesurer l'ampleur exacte. J'ai sorti mes relevés bancaires et j'ai commencé une vérification minutieuse de tout ce que j'avais donné financièrement à ma famille au fil des ans. Frais d'université de Derek, 14 000 $ versés directement à mes parents. Quand ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas payer la 2e année. Frais médicaux de papa, 32 475 $ pour l'opération cardiaque et les soins après. Réparation de la maison, 22 650 $ pour un nouveau toit, de la plomberie moderne, et des travaux électriques. Après qu'ils aient découvert un vieux câblage dangereux dans leur grenier. Virement mensuel des 5 dernières années. 2800 $ par mois pendant l'année écoulée, soit 33 600 $. Plus des montants variables les années d'avant, avec une moyenne d'environ 1500 par mois, soit 90 000 $. Aides d'urgence diverses, environ 15 000 $ pour des réparations de voitures. Le remplacement d'appareils électroménagers, et d'autres dépenses imprévues. Le total m'a assommé, plus de 175 000 $. Rien qu'en 5 ans, cet argent aurait pu faire grandir mon entreprise plus vite, me permettre d'acheter ma propre maison ou de construire mes économies pour la retraite. En fouillant davantage dans les relevés bancaires, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Plusieurs gros retraits avaient été faits sur le compte de mes parents, celui auquel j'avais contribué régulièrement juste avant que de l'argent ne soit déposé sur le compte personnel de Derek. Ils avaient transféré mon aide financière directement vers lui. Je me suis appuyé sur ma chaise, essayant de digérer ce nouveau niveau de trahison. Ce n'était pas seulement qu'ils prévoyaient de tout donner à Derek après leur mort. Ils avaient détourné mon aide en sa faveur depuis le début. Mon téléphone a recommencé à sonner. Cette fois, c'était Margaret Anquin, ma conseillère financière. J'avais presque oublié qu'on avait un appel prévu pour notre revue trimestrielle. « Jason, comment vas-tu » dit-elle d'une voix joyeuse qui jurait complètement avec mon état d'esprit. « Pas très bien, Margaret » ai-je répondu. Puis je me suis surpris à lui raconter toute la situation. Margaret s'occupait de mes finances professionnelles et personnelles depuis des années. Et m'avait souvent conseillé de repenser le soutien financier que j'apportais à ma famille. « Je ne veux pas dire je te l'avais dit » dit-elle après que j'ai fini, mais cette dynamique m'inquiète depuis longtemps. La somme que tu donnes n'est tout simplement pas tenable si tu veux atteindre tes propres objectifs financiers. « Qu'est-ce que je dois faire » ai-je demandé, complètement perdu. « D'abord, annule immédiatement tous les virements automatiques. Tu n'es pas légalement obligé de payer leur prêt immobilier ou tout autre de leurs frais. Ensuite, prends un rendez-vous avec moi la semaine prochaine pour réorganiser ton plan financier sans toutes ces obligations. Et troisièmement, et c'est un conseil personnel, pas financier, envisage de parler à un thérapeute professionnel à propos de cette dynamique familiale. » Après avoir raccroché, je me suis connecté immédiatement à mon application bancaire et j'ai annulé tous les virements automatiques vers le compte de mes parents. Le prochain paiement devait avoir lieu dans 3 jours. J'ai ressenti une petite pointe de culpabilité, vite remplacée par de la détermination. Ils avaient été très clairs lors de la réunion au cabinet d'avocats. J'ai envoyé un message à mon ami Michael, une des rares personnes à vraiment comprendre la situation avec ma famille. J'ai besoin de parler. Mes parents viennent de m'exclure de l'héritage tout en attendant que je continue à financer leur train de vie. Dispo pour une bière ? Michael a répondu tout de suite. Jésus. J'arrive tout de suite. Je ramène des bières. 1 heure plus tard, Michael était assis en face de moi à la table de la cuisine, secouant la tête. Pendant que je lui montrais les relevés financiers et que je lui racontais la réunion. C'est de la maltraitance émotionnelle, Jason. De l'exploitation financière. Il te traite comme une ressource, pas comme un fils. Je continue à penser que j'ai dû faire quelque chose pour mériter ça, ai-je avoué. Une façon dont je leur ai échoué en tant que fils. Michael s'est penché vers moi. Ça, c'est la voie de la manipulation. Tu as été la définition du fils qui soutient sa famille. Ce n'est pas toi qui leur as fait défaut, c'est eux qui t'ont trahi.
Ces mots m'ont frappé fort. Pendant des années, j'avais essayé de gagner l'approbation et l'amour de mes parents. En croyant que si je faisais assez, que si je donnais assez, que si je réussissais assez, alors enfin ils me verraient comme l'égal de Derek. Mais j'avais couru après un but impossible. Il faut que je fasse des changements, ai-je dit. Enfin, répondit Michael. Du genre? Au-delà de l'aspect financier, je dois poser des limites. Plus de dîner du dimanche où on me traite comme si je n'existais pas. Plus d'appels d'urgence pour de l'argent. Fini d'être le distributeur de billets de la famille. Ce ne sera pas facile, m'a prévenu Michael. Ils vont résister fort quand ils verront que le robinet est fermé. Je le sais, mais je ne peux plus continuer comme ça. Ça me détruit à petit feu. Après que Michael soit parti, j'ai fait une liste d'actions concrètes. Annuler tous les virements automatiques, déjà faits. Me retirer comme co-signataire ou garant de tout compte encore ouvert, si possible. Prendre rendez-vous avec un thérapeute pour travailler sur le traumatisme familial. Fixer une rencontre avec Margaret pour reconstruire mon plan financier. Rédiger un message clair à mes parents pour leur expliquer les nouvelles limites. Je ne me faisais pas d'illusions, ce ne serait ni simple ni indolore. 32 ans de dynamique familiale enracinée, ça ne se change pas en une nuit. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je me mettais en priorité. Pas par égoïsme, mais par nécessité, pour ma propre survie. Ce soir-là, j'ai finalement lu tous les messages que m'avait envoyés ma famille. Les textos de ma mère allaient de l'inquiétude, « Tu vas bien? S'il te plaît, appelle-nous. » À la culpabilisation, après tout ce qu'on a fait pour toi. Ceux de mon père étaient plus directs. « Tu exagères. Appelle tout de suite pour discuter de tes responsabilités. » Derek avait juste envoyé un seul message. Encore une fois, tu fais tout tourner autour de toi. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Me préparant à l'orage que ma famille allait déclencher quand elle comprendrait que j'avais coupé le robinet à argent. Demain allait amener des confrontations. Mais ce soir-là, j'avais besoin de repos. Le poids de l'obligation financière avait quitté mes épaules. Remplacé par un fardeau plus lourd mais nécessaire, me libérer de liens familiaux toxiques. En m'endormant, j'ai compris quelque chose d'important. Pour la première fois depuis des années, je prenais une décision uniquement basée sur ce qui était bon pour moi. Pas sur ce que ma famille attendait ou exigeait. C'était effrayant. C'était nécessaire. Et j'aurais dû le faire depuis longtemps. Le premier signe que mes parents avaient découvert les virements annulés est arrivé à 9h17, le mercredi suivant. J'étais sur un chantier, en train de discuter de modifications de plan avec un client. Quand mon téléphone a explosé de notifications. Un message de ma mère. Il doit y avoir une erreur avec la banque. Ton virement mensuel n'est pas passé. Un autre de mon père. Appelle immédiatement à propos de la situation financière. C'est inacceptable. 3 appels manqués de leur part en 5 minutes. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai fini la réunion. Gardant une attitude professionnelle même si je savais que ma famille devait être en train de perdre la tête. Quand je suis retourné à mon pick-up, il y avait 7 appels manqués et un message vocal de mon père. Qui commençait par une respiration lourde et se terminait par « Ce comportement enfantin s'arrête maintenant. Hasson, tu as des responsabilités. » Des responsabilités. Comme si je n'avais pas porté plus que ma part pendant toutes ces années. Au lieu de rappeler immédiatement. Je suis retourné à mon bureau et j'ai demandé à mon assistante, Tina, de filtrer tous les appels non urgents. J'avais besoin de me préparer à cette conversation. Après 30 minutes à organiser mes pensées et à revoir les faits financiers. J'ai appelé la maison de mes parents. Ma mère a décroché dès la première sonnerie. Jason, merci mon Dieu. Est-ce qu'il y a eu une erreur avec la banque? Ce n'est pas une erreur, ai-je dit calmement. J'ai annulé les virements. Silence. Quoi? Mais le paiement du prêt est dans 2 jours. Je suis au courant. Je ne comprends pas. C'est à cause de la réunion avec Thomas? Tu nous punis pour une offense imaginaire? Une offense imaginaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu as réhypothéqué ta maison avec mon argent pour financer l'entreprise de Derek. Et ensuite vous m'avez complètement exclu du testament. Ce n'est pas une offense imaginaire, maman. C'est une décision calculée.
J'ai entendu des voix étouffées, puis mon père a pris le combiné. « Qu'est-ce que tu crois faire » a-t-il lancé, sa voix pleine de colère. « Ta mère est en train de pleurer. »« Je fixe des limites financières » ai-je répondu. « Ce que j'aurais dû faire depuis des années. »« Nous sommes tes parents » a-t-il crié. « Mais tu ne peux pas mettre de limites avec nous. On t'a élevé, logé, nourri. Et j'ai remboursé tout ça 10 fois, les jeux coupés. J'ai contribué à plus de 175 000 $ à votre foyer ces 5 dernières années. De l'argent qui est allé dans les échecs de Derek et dans cette nouvelle hypothèque dont je n'ai même pas été informé. C'est ça la famille, a-t-il insisté. On s'entraide. C'est drôle comme l'aide ne va que dans un sens dans cette famille. La conversation s'est envenimée à partir de là. Mon père a menacé. Ma mère a supplié. Je suis resté ferme. La discussion s'est terminée par une déclaration de mon père. Si c'est ce que tu veux, très bien. N'attends pas d'être invité à dîner le dimanche à nouveau. C'était censé me blesser. Mais à la place, je me suis senti étrangement soulagé. Ça me va très bien, ai-je répondu. Au revoir. J'ai raccroché, les mains légèrement tremblantes malgré mon calme extérieur. Tina a frappé à la porte, inquiète. Tout va bien, patron? Vous êtes pâle. Juste un peu de drame familial, ai-je dit. Rien de grave. Mais en fait, il y avait bien de quoi s'inquiéter. Je l'ai compris 3 jours plus tard, quand mes parents sont arrivés sans prévenir sur un de mes chantiers. J'étais en train de vérifier l'installation électrique avec un entrepreneur. Quand j'ai entendu mon prénom. En me retournant, j'ai vu mes parents s'approcher. Ma mère pleurait. Mon père était rouge de colère. C'est inapproprié, ai-je dit à voix basse en les voyant arriver. Je travaille. Mais tu ne nous as pas laissé le choix, répondit mon père assez fort pour attirer l'attention de plusieurs ouvriers. Tu as abandonné tes responsabilités familiales. J'ai pris une grande inspiration, pleinement conscient du tort que cette scène pouvait faire à ma réputation professionnelle. Parlons dans ma caravane. Une fois dans le petit bureau sur le chantier, j'ai fermé la porte fermement. Qu'est-ce que vous croyez accomplir en venant sur mon lieu de travail? On ne peut pas payer l'hypothèque, sanglota ma mère. La banque a appelé ce matin pour un paiement raté. C'est entre vous et la banque, ai-je répondu. Ou entre vous et Derek, puisque c'est lui qui héritera de la maison. Derek ne peut pas aider pour le moment, dit mon père avec mépris. Son entreprise est encore en train de démarrer. Et mon entreprise, elle? Ma réputation professionnelle, que vous venez de mettre en danger en créant une scène? Ne sois pas théâtral, se moqua mon père. Nous sommes tes parents. On avait besoin de te voir puisque tu ignores nos appels. Je ne vous ignore pas. Je pose des limites. Il y a une différence. Je jetai un œil à ma montre. J'ai une réunion dans 15 minutes. Vous devez partir, ai-je dit. On ne partira pas tant que tu n'auras pas réglé ça, déclara mon père en croisant les bras. J'ai levé mon téléphone. Alors je vais appeler la sécurité pour qu'ils vous fassent sortir. Ma mère a halté. Tu ne ferais pas ça. Laissez-moi. Le face-à-face a duré une autre minute tendue. Jusqu'à ce que mon père saisisse le bras de ma mère. Allons-y, Suzanne. Il a fait son choix. Qu'il en assume les conséquences. Une fois parti, je me suis laissé tomber lourdement sur ma chaise, l'adrénaline redescendant. Mon téléphone vibra, un message de Derek. Égoïste. Ils vont tout perdre à cause de toi. J'ai toujours su que tu étais jaloux de moi, mais là, tu touches le fond. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Inutile d'interagir avec quelqu'un qui a une vision aussi tordue de la situation. 2 heures plus tard, en sortant d'une réunion avec un client potentiel. J'ai vu la voiture de mes parents garée sur le parking de mon immeuble de bureau. Mon estomac s'est noué. Non, encore. J'ai accéléré le pas, espérant entrer avant qu'il ne me voie. Trop tard. Hasson, appela ma mère, sa voix résonnant dans tout le parking. S'il te plaît, parle-nous juste un instant. Plusieurs de mes employés arrivaient pour la relève de l'après-midi. Ils se sont retournés en voyant mes parents approcher. Ma mère en pleurs, mon père avec une expression dure et déterminée. Ce n'est pas le lieu, ai-je dit à voix basse en les rejoignant. Vous vous donnez en spectacle,
et vous nuisez à ma réputation professionnelle. On n'aurait pas besoin de venir ici si tu répondais correctement à nos appels, répliqua mon père. Monsieur, y a-t-il un problème? C'était Marcus, notre chef de la sécurité, accompagné de 2 agents. Il avait vu la scène et s'était approché. Ces personnes étaient sur le départ, dis-je fermement. Nous sommes ses parents, protesta ma mère. Nous avons tous les droits. Madame, ceci est une propriété privée, répondit Marcus calmement. Si Monsieur Mich vous demande de partir, vous devez obéir. Sinon, nous devrons vous escorter. Tu ferais virer tes propres parents par la sécurité? La voix de mon père était remplie d'incrédulité. Quel genre de fils? Le genre qui en a assez d'être manipulé et exploité, les jeux interrompus. Partez maintenant, ou ils vous mettront dehors. À vous de choisir. Un face-à-face tendu s'installa, durant lequel je ne quittais pas mon père des yeux. Je refusais de céder. Finalement, il attrapa le bras de ma mère. Viens, Suzanne. Notre fils a clairement affiché ses priorités. Alors qu'ils retournaient à leur voiture. Je remerciai Marcus et rentrai à l'intérieur. Conscient des regards de mes employés qui avaient assisté à toute la scène. Ma secrétaire, Tina, m'adressa un regard inquiet en passant devant son bureau. Tout va bien, patron? Problèmes familiaux, répondis-je sèchement. S'ils reviennent, ne les laissez pas entrer dans le bâtiment. Une fois dans mon bureau, je fermai la porte. Et m'appuyai contre elle, respirant profondément pour calmer les battements de mon cœur. La confrontation publique m'avait secoué plus que je ne voulais l'admettre. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message de Brad, visiblement déjà au courant. Le bureau raconte qu'il y a eu un drame sur le parking. Ça va? Je répondis. Problème de famille. Je vais bien. Merci de t'en inquiéter. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je trouvai une lettre de Derek glissée sous ma porte. Contrairement à ses messages, celle-ci faisait plusieurs pages. Pleine d'accusations, de culpabilisation et de menaces à peine voilées. D'après lui, je détruisais la famille par jalousie et rancune. Il détaillait toutes les façons dont nos parents m'auraient soi-disant favorisé étant jeune. Opportunités, attention, ressources. Un récit tellement éloigné de la réalité qu'il en devenait presque comique. Si ce n'était pas aussi inquiétant. La lettre se terminait par « Si nos parents perdent leur maison à cause de toi. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. » J'ai froissé la lettre et l'ai jetée à la poubelle. Le gaslighting de Derek ne m'atteindrait plus. Je connaissais ma vérité, et j'avais les preuves financières pour la défendre. 2 jours plus tard, ma tante Emma m'a appelé. Tes parents disent à tout le monde que tu les as abandonnés. Et qu'ils vont finir à la rue, dit-elle sans détour. J'essaie de donner une autre version, mais ils mènent une vraie campagne pour te faire passer pour le méchant. Laisse-moi deviner, soupirai-je. Ils ne parlent ni de la réhypothèque, ni du testament, ni des années de soutien financier? Bien sûr que non, confirma Emma. Ils jouent les victimes à fond. Ta mère a même appelé ta cousine Sarah en pleurant, disant qu'ils allaient devoir vivre dans leur voiture. Ils ont des options, ai-je répliqué. Ils peuvent demander de l'aide à Derek. Puisque tout lui reviendra. Ils peuvent vendre la maison et aller vivre plus petit. Ils peuvent même chercher du travail. Papa a pris sa retraite anticipée à 57 ans. Il n'en a que 62. Et maman fait encore des remplacements. Elle pourrait travailler à temps plein. Je sais, acquiesça Emma. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de contrôle. Il panique parce que tu as changé l'équilibre de pouvoir. Après cet appel, j'ai compris qu'il était temps d'avoir une confrontation directe. Mais cette fois selon mes conditions, pas les leurs. J'ai envoyé un message à mes parents. Demain, je passe à la maison à 10 h. On parlera. Juste nous. Sans Derek. Mon père a répondu immédiatement. Nous serons là. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la maison de mon enfance, en me sentant étrangement calme. J'avais passé la nuit à me préparer, à rassembler des relevés financiers et à organiser mes idées. Ce ne serait pas une embuscade émotionnelle, ce serait une évaluation lucide de la réalité. Ma mère a ouvert la porte, avec une expression mêlant douleur et espoir.
Mon père m'attendait dans le salon, debout, raide, près de la cheminée. Merci d'être venu, dit ma mère en me montrant le canapé. Tu veux un café? Non, merci, répondis-je en posant mon porte-documents sur la table basse. Je ne resterai pas longtemps. Et qu'y a-t-il dans cette mallette? Demanda mon père avec méfiance. Des preuves, dis-je simplement en l'ouvrant. Et en sortant un gros dossier. Des relevés financiers de chaque centime que j'ai donné à cette maison ces 5 dernières années. Des extraits de comptes montrant des virements de leur compte à celui de Derek. Coïncidant avec mes propres virements. Des copies de chèques que j'ai écrits pour des réparations à la maison. Et des documents montrant les 32 475 $ que j'ai payés pour les frais médicaux de mon père. J'ai étalé tous les papiers sur la table basse. Mes parents les regardèrent en silence, mal à l'aise. Je vous ai donné 175 823 $ depuis 2017, ai-je continué. De l'argent qui aurait pu servir à acheter ma propre maison, à préparer ma retraite. Ou à développer plus rapidement mon entreprise. Je l'ai donné volontairement parce que je croyais qu'on était une famille qui se soutenait. Puis j'ai découvert que vous transfériez mon aide à Derek. Et que maintenant vous m'aviez complètement exclu du testament. Tout en attendant encore que je finance votre train de vie. Ce n'est pas vrai, protesta faiblement ma mère. C'est exactement ça, ai-je répliqué en pointant des extraits bancaires précis. Ici et là, des virements de votre compte vers celui de Derek. Le jour après que j'y ai déposé de l'argent pour ce que je croyais être vos dépenses. Mon père s'éclaircit la gorge. Nous avons toujours aidé nos 2 enfants selon leurs besoins. Non, l'ai-je coupé. Vous avez toujours aidé Derek. Et vous avez attendu de moi que je m'aide moi-même, que je vous aide vous, et lui aussi. L'argent va dans un seul sens dans cette famille, de moi vers tout le monde. Donc tu nous punis financièrement parce que tu es jaloux de ton frère, exigea mon père. Je pose des limites parce que je refuse d'être exploité encore une fois, ai-je corrigé. Il y a une différence. Ma mère s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois. Cette fois, on va vraiment perdre notre maison, Jason. C'est ça que tu veux. Ce que je veux n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la réalité que vous avez créée. Vous avez remis votre maison en hypothèque sans me prévenir. Alors que vous saviez que je faisais les paiements. Vous avez tout mis au nom de Derek. Ce sont vos décisions, pas les miennes. Donc tu vas juste nous regarder devenir sans abri, lança mon père. Vous avez des options, ai-je dit, reprenant mes mots à Emma. Derek peut t'aider avec le prêt, puisque c'est lui qui va hériter de la maison. Vous pouvez vendre et acheter plus petit. Vous pouvez retourner travailler à temps plein. La seule chose qui est hors de question. C'est que je continue à financer une situation qui me détruit. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Murmura ma mère en secouant la tête. Qu'avez-vous fait exactement pour moi ces 10 dernières années, maman, ai-je demandé calmement. À part prendre mon argent et le donner à Derek? À part minimiser mes réussites pendant que vous célébrez ces échecs? À part attendre que je règle tous vos problèmes financiers? Alors que vous ne comptez rien me laisser? Le silence qui suivit était assourdissant. Mon père regardait par la fenêtre, la mâchoire crispée. Ma mère s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Je vous aime tous les deux, ai-je dit enfin. En rassemblant mes papiers pour les remettre dans ma mallette. Mais aimer ne veut pas dire accepter d'être utilisé. Quand vous serez prêt à avoir une relation basée sur le respect mutuel. Et non sur l'exploitation financière, je serai là. En attendant, je dois me concentrer sur moi-même. Quand je me suis levé pour partir, ma mère m'attrapa le bras. S'il te plaît Jason, on est désolé si tu t'es senti ignoré. On peut parler du testament. Peut-être faire des changements. Le fait que son offre soit conditionnée. Liée à la reprise de mon aide financière. M'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ça ne parlait pas d'amour ni de famille. Ça parlait juste d'accès à mon portefeuille. Au revoir maman, ai-je dit doucement en retirant ma main. Papa. Alors que je marchais vers ma voiture, je ressentais un mélange étrange de tristesse et de soulagement. La confrontation ne s'était pas passée comme je l'espérais. Il n'y avait pas eu de reconnaissance. Pas d'excuses. Pas de véritable remise en question. Mais j'avais dit ma vérité. Et j'avais posé mes limites. Pour la première fois de ma vie adulte. Je me choisissais en premier.
Pas par égoïsme, mais par instinct de survie. Ça faisait mal. Mais c'était une douleur saine. Comme quand on remet un os en place pour qu'il puisse guérir. En m'éloignant de la maison de mon enfance, je réalisais que je quittais aussi des années de manipulation émotionnelle et d'exploitation financière. La route devant moi était incertaine. Mais au moins, c'était la mienne, à suivre selon mes propres règles. Les 2 mois qui suivirent ma confrontation avec mes parents amenèrent de grands changements dans ma vie. Je me suis investi à fond dans le travail, signant 3 contrats importants qui allaient occuper mon équipe jusqu'à l'année suivante. J'ai aussi commencé à voir chaque semaine la docteure Rachel Foster, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. Elle m'a aidé à reconnaître des schémas de manipulation que j'avais normalisés depuis l'enfance. Ce que vous vivez est une forme de deuil, m'expliqua la docteure Foster pendant une séance. Tu pleures la relation familiale que tu méritais, mais que tu n'as jamais eue. Parfois je me sens coupable, avouai-je. Comme si je devais simplement signer le chèque et faire disparaître tout ça. C'est ton conditionnement qui parle, répondit-elle. Les relations familiales saines ne sont pas des transactions. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu donnes financièrement. En dehors de la thérapie, j'ai commencé à reconstruire ma vie sociale. Quelque chose que j'avais négligé en travaillant constamment et en gérant les crises familiales. Les bières du vendredi avec Brad et d'autres collègues sont devenues un rendez-vous régulier. Je me suis inscrit dans une ligue de basket loisirs qui jouait le mardi soir. J'ai commencé à dire oui aux invitations que j'aurais normalement refusées à cause du travail ou des obligations familiales. Lors d'une de ces sorties, une pendaison de crémaillère organisée par un client devenu ami. J'ai rencontré Alexandra Davis, une architecte d'intérieur qui avait travaillé sur la rénovation de la maison. On a vite accroché grâce à nos anecdotes sur les chantiers et notre passion partagée pour le design des années 50 à 60. Quand elle m'a donné son numéro à la fin de la soirée, j'ai ressenti une vague d'espoir que je n'avais pas connue depuis des années. Notre premier rendez-vous fut un dîner dans un petit restaurant italien au centre-ville. Alexandra était brillante, directe et agréablement simple. Alors qu'on mangeait le tiramisu, elle a dit « Parle-moi de ta famille ». J'ai hésité, ne sachant pas trop quoi révéler. C'est compliqué. On est en train d'ajuster un peu notre relation. Là, dit-elle en hochant la tête, compréhensive. Les drames familiaux. Je connais bien. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans, et ça a été la 3e guerre mondiale pendant 5 ans. Quelque chose dans son regard compatissant m'a donné envie d'en dire plus. Je lui ai résumé les événements récents. Waouh, dit-elle quand j'eus fini. C'est intense, mais tu fais bien de poser des limites. Tu ne trouves pas que je suis dur de ne pas les aider, demandai-je. Elle réfléchit sérieusement. Je pense qu'il faut énormément de courage pour briser des schémas toxiques. Surtout dans une famille. La solution facile, c'est d'écrire un chèque. Le vrai chemin vers la croissance, c'est ce que tu fais maintenant. Son soutien a compté plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Depuis des semaines, je doutais de moi. Je me demandais si je n'en faisais pas trop ou si j'étais trop dur. Le regard d'Alexandra, extérieur à toute histoire familiale ou obligation, m'a aidé à comprendre que je n'étais pas fou de réclamer un minimum de respect. Pendant ce temps, grâce à ma tante Emma, j'avais des nouvelles de la situation de mes parents. Ils avaient manqué 2 paiements de l'hypothèque et reçu un avertissement officiel de la banque annonçant un risque de saisie. Le bar sportif de Derek avait du mal. Il avait sous-estimé les coûts et surestimé les revenus. Comme dans tous ses projets passés. Ta mère m'a appelé en pleurs hier, m'informa Emma lors de notre appel hebdomadaire. Là elle voulait savoir si je pouvais leur prêter de l'argent pour le prêt immobilier. Et tu as dit quoi, demandai-je, devinant déjà la réponse. Je lui ai dit que j'avais un revenu fixe et que je n'avais pas cet argent, ce qui est vrai. Mais j'ai aussi suggéré qu'ils vendent la maison pour en acheter une plus petite. Qu'ils pourraient gérer avec leur pension. Laisse-moi deviner, soupirai-je. Ils ont refusé tout de suite. Ton père a dit qu'ils ne devraient pas avoir à sacrifier leur mode de vie. Parce que toi tu es têtu, confirma Emma. J'ai alors souligné que c'était surtout déraisonnable de s'attendre à ce que leur fils adulte finance leur style de vie. Et comment ça s'est terminé? À peu près comme prévu. Ta mère a pleuré encore plus et ton père m'a raccroché au nez. Une semaine plus tard,
Emma m'a rappelé avec une nouvelle. Derek avait essayé d'obtenir un prêt commercial en mettant la maison en garantie. Mais il a découvert qu'il ne pouvait pas le faire sans la signature de mes parents. Et la banque, à cause des paiements manqués, refusait d'accorder un nouveau crédit. Il est furieux contre tes parents maintenant, me dit Emma. Il leur reproche de ne pas lui avoir dit toute la vérité sur leur situation. Quand ils ont remis la maison en hypothèque pour son affaire. Donc maintenant Derek se retourne aussi contre eux, observez-je. Ironique, non? La dynamique familiale est en train de changer, approuva Emma. Tes parents découvrent que l'amour et le soutien de Derek peuvent être aussi conditionnels qu'ils le craignaient chez toi. Et comme Emma l'avait prédit, la structure familiale continua de s'effondrer. Derek a commencé à éviter les repas du dimanche, trouvant toujours des excuses liées au bar. Mes parents, désespérés de garder un minimum de soutien financier, ont fait leur première tentative de réapprochement après des semaines. Un simple texto de ma mère disait « Tu nous manques. On peut parler ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'en ai d'abord parlé à la docteure Foster lors de notre prochaine séance. « Que veux-tu obtenir de cette conversation avec eux ?» m'a-t-elle demandé. « De la reconnaissance », ai-je répondu après réflexion. « De la reconnaissance pour ce que j'ai. » Ils ont essayé. Une vraie excuse, pas seulement des larmes pour manipuler. « Tu penses qu'ils peuvent vraiment te donner ça maintenant ?» demanda la docteure Foster. Sa question m'a stoppé net. « Non », ai-je finalement admis. Ils reviennent vers moi parce qu'ils ont besoin d'argent, pas parce qu'ils ont changé sincèrement. Fais confiance à ton instinct, conseilla la docteure Foster. Tu ne leur dois aucune réponse, surtout si tu penses que c'est juste une autre tentative de manipulation. J'ai décidé de choisir une voie intermédiaire. Et j'ai répondu par un message. Je ne suis pas encore prêt à parler. J'ai besoin de temps et d'espace. J'espère que vous allez bien. C'était court, compatissant, mais ferme pour poser mes limites. Leur réponse est arrivée rapidement. Nous comprenons. Sache juste que nous t'aimons et que nous sommes désolés pour tout malentendu. La banque menace de saisir la maison. La tension de ton père est très haute à cause du stress. Le changement rapide vers la pression financière et les problèmes de santé a confirmé mes soupçons. Ce n'était pas une vraie réconciliation, c'était une tentative pour accéder à mon argent. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email collectif envoyé à plusieurs membres de la famille, moi y compris. Mes parents annonçaient qu'ils risquaient de perdre leur maison à cause de difficultés financières imprévues. Et qu'ils faisaient appel à leurs proches pour du soutien pendant cette période difficile. L'email incluait leur RIB pour que ceux qui voulaient aider puissent faire un virement. C'était une vraie leçon de manipulation, ils restaient vagues sur les causes de leurs problèmes. Utilisaient des mots chargés d'émotions. Et se présentaient comme des victimes du sort. Plutôt que comme les responsables de leurs choix passés. Emma m'a immédiatement appelé. « Tu as vu cet email ? Quel culot !»« Oui, je l'ai vu, ai-je confirmé. »« Tu as remarqué qu'ils ne mentionnent pas qu'ils ont remis en hypothèque une maison déjà payée. Pour le bar de Derek, ni la façon dont ils t'ont exclu du testament. » Plusieurs membres de la famille m'ont appelé pour savoir ce qui se passe vraiment, dit Emma. J'ai été honnête sur ce que je sais. Notre cousine Rachel était particulièrement choquée. Elle m'a dit qu'elle avait déjà vu des dynamiques similaires avec ta mère. Quand elles vivaient ensemble à l'université. La réaction de la famille élargie face à la collecte de fonds de mes parents fut décevante. Quelques parents éloignés ont donné de petites sommes. Mais la majorité semblait comprendre qu'il y avait de la manipulation derrière. Surtout après avoir entendu la version plus complète d'Emma. Avec peu de soutien financier et l'absence croissante de Derek. Mes parents ont tenté une nouvelle approche désespérée pour se réconcilier. Mon père a laissé un message vocal qui, en réalité, contenait un petit aveu. Le Jason, c'est papa. Écoute, peut-être qu'on n'a pas bien géré la planification du patrimoine. On aurait dû t'en parler, vu ce que tu as donné pour la maison. On est prêt à reconsidérer certains points si tu acceptes d'aider pour la situation actuelle. Rappelle-nous. Ce n'était pas une vraie excuse. Il y ait encore leur volonté de reconsidérer à mon aide financière. Mais c'était la première fois qu'ils admettaient un peu leur tort. La première brèche dans leur mur de déni. J'ai discuté de ce message avec la docteure Foster et aussi avec Alexandra.
qui était devenue une vraie source de soutien dans ma vie. C'est de la manipulation déguisée en réconciliation, observa Alexandra pendant le dîner chez moi. Il ne reconnaît ses erreurs que parce qu'il n'a plus d'autre choix. Je suis d'accord, répondis-je. Mais c'est aussi la première fois que l'un des deux reconnaît une faute. C'est déjà quelque chose, non? C'est quelque chose, admit elle. Mais ce n'est pas suffisant pour justifier de retourner dans une relation toxique. Et si tu les aidais maintenant? Est-ce que ça changerait quelque chose de fondamental? Sa question reflétait exactement ce que je pensais depuis un moment. Sans véritable responsabilité et sans changement de comportement, toute réconciliation nous ramènerait au même schéma destructeur. J'ai décidé de répondre à mon père par un email bref. Papa. J'apprécie que tu reconnaisses que la planification du patrimoine aurait dû être faite autrement. Je ne suis pas en position d'aider financièrement pour le moment. Je vous recommande de vendre la maison et d'en acheter une plus adaptée à vos revenus de retraite. Si tu veux parler d'autre chose que d'argent, je suis ouvert à une conversation à l'avenir. Hasson. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Ce n'est pas toi, Hasson. La famille est de la famille. Ta mère est bouleversée par ta froideur. Le retour immédiat à la culpabilisation m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Pendant ce temps, ma propre vie continuait de s'améliorer. Mon entreprise avait obtenu son plus gros contrat jusqu'à maintenant. Un projet de rénovation commerciale qui allait vraiment booster notre réputation dans le secteur. Ma relation avec Alexandra se renforçait. Elle devenait quelque chose de solide, sincère et équilibré. Mon cercle d'amis grandissait grâce à la ligue de basket et aux événements de réseautage professionnel. Pour la première fois dans ma vie d'adulte, je construisais des relations basées sur le respect mutuel et l'affection sincère. Et non sur la dette ou la manipulation. J'étais en train d'apprendre ce que c'est que d'avoir des relations vraiment saines. Et la différence avec ma famille devenait de plus en plus claire. Quand la docteure Foster m'a demandé, pendant une séance, ce que j'avais appris de cette expérience, ma réponse m'a surpris moi-même. J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire pour toi-même et pour les autres, c'est d'arrêter de permettre des schémas destructeurs. Mes parents et Derek ne grandiront jamais, ne changeront jamais, tant que je continue à les protéger des conséquences de leur choix. C'est une idée très forte, dit-elle. Et qu'est-ce que ça te fait de le reconnaître? J'ai réfléchi à sa question avec attention. Triste, parce que j'aurais aimé que les choses soient différentes. Mais aussi en paix, parce que je ne porte plus le poids de leurs décisions sur mes épaules. Leurs problèmes sont vraiment les leurs. Alors que les 6 mois de ma coupure financière approchaient, Emma m'appela avec des nouvelles. Mes parents avaient finalement mis leur maison en vente. Ils regardent des appartements dans une résidence pour les plus de 55 ans, m'informa-t-elle. Ton père parle même d'accepter un poste de consultant pour compléter sa retraite. C'est vraiment une bonne chose, dis-je, sincèrement content. Ce sont des solutions adultes, appropriées à leur situation. Je crois que la réalité a enfin fini par les rattraper, confirma Emma. Et entre nous, je pense qu'ils s'ennuient de toi. De toi la personne, pas de toi le distributeur de billets. Ta mère m'a demandé si tu avais l'air heureux, quand on a parlé. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, que tu as l'air en meilleure santé et plus en paix que je ne t'ai vu depuis des années. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon balcon, regardant le coucher de soleil. En repensant au chemin parcouru ces 6 derniers mois. La situation avec ma famille n'était toujours pas vraiment résolue. Mais pour la première fois, j'avais l'espoir que quelque chose de plus sain puisse naître des cendres de notre ancienne dynamique. Le chemin devant moi restait incertain. Mais au moins, c'était un chemin que j'avais choisi moi-même. Construit sur le respect de soi, des limites claires. Et le courage d'exiger la même considération que j'avais toujours donnée aux autres. Et peu importe ce qui arriverait avec ma famille. Je ne dépendais plus de leur approbation ou de leur reconnaissance pour vivre pleinement ma vie. C'était peut-être le plus grand cadeau de tous. Le panneau à vendre est apparu dans le jardin de mes parents début novembre. 6 mois après cette fameuse réunion chez l'avocat. Emma m'a envoyé une photo avec la légende. Progrès. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Du soulagement qu'ils prennent enfin des décisions responsables. De la tristesse pour la perte de la maison de mon enfance. Et une douleur persistante qu'il ait fallu aller aussi loin pour en arriver là.
2 semaines après avoir mis la maison en vente. Mes parents ont accepté une offre légèrement en dessous du prix demandé, mais suffisante pour rembourser l'hypothèque et leur laisser une somme modeste pour acheter plus petit. Ils ont trouvé un condo avec 2 chambres dans une résidence pour retraités à 30 minutes de la ville. Beaucoup moins luxueux que leur maison, mais largement suffisant pour leurs besoins. Pendant ce temps, le bar sportif de Derek continuait de lutter, malgré ses efforts de promotion de plus en plus désespérés. L'emplacement qu'il avait choisi, qui paraissait idéal quand il a signé le bail, s'est révélé avoir trop peu de places de parking et une concurrence féroce avec d'autres établissements plus anciens tout autour. Selon Emma, il avait dû accepter un poste à temps partiel comme représentant commercial pour un distributeur de boissons, pour compléter les revenus en chute de son bar. La réalité le frappe durement, m'informa Emma lors d'un de nos appels réguliers. Il a même demandé conseil à ton père, pour savoir s'il devait vendre le bar avant que ça ne coule complètement. C'est surprenant, avouai-je. Derek avait toujours rejeté les conseils, préférant apprendre à la dure généralement avec un filet de sécurité, fourni par nos parents, ou par moi, indirectement. Je pense qu'il grandit. Enfin, suggéra Emma. Grandir, c'est aussi faire face aux conséquences de ses choix, sans sauvetage. De mon côté, ma vie avait trouvé un nouveau rythme, plus sain. Mon entreprise, Mich Contracting, prospérait. Nous étions passés à 15 employés à temps plein, avec des projets réservés pour les 6 mois à venir. J'avais enfin acheté ma propre maison. Une maison de style années 50 que Alexandra m'aidait à rénover les week-ends. Notre relation se renforçait doucement, construite sur le respect mutuel, des centres d'intérêt communs et un vrai soutien émotionnel. Je continuais à voir la Dr Foster, même si nous avions réduit les séances à 2 fois par mois. Car je me sentais plus confiant pour poser mes limites et reconnaître les tactiques de manipulation. Pendant une séance fin novembre, elle m'a demandé si je regrettais un jour d'avoir coupé les ponts financiers avec ma famille. Pas la décision en elle-même, ai-je répondu après réflexion. Je regrette que ce soit devenu nécessaire. Je regrette qu'on n'ait pas pu avoir une conversation honnête sur les attentes et les contributions sans que cela tourne à la crise. Mais au final, mettre cette limite a été un tournant pour moi. Ça m'a appris que je pouvais me protéger, même contre les personnes que j'aime profondément. Et cela m'a permis de commencer à bâtir une vie basée sur des relations saines, claires et équilibrées. Alors que l'année touchait à sa fin, je regardais en arrière tout ce qui s'était passé depuis le jour où je m'étais assis dans le bureau de l'avocat, et que j'avais découvert la trahison de mes parents. J'avais traversé la douleur, la colère, la solitude, le doute, mais j'étais ressorti de tout cela plus fort, plus libre, plus en paix. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait à ma relation avec ma famille. Mais je savais que, quoi qu'il arrive, je ne retournerai jamais au vieux schéma. J'avais trouvé ma voie. J'avais trouvé ma force. Et, peut-être pour la première fois dans ma vie, j'avais trouvé ma propre valeur indépendante de ce que je pouvais offrir financièrement à quelqu'un d'autre. Établir ces limites était essentiel pour mon bien-être. Et que ressens-tu à propos d'une possible réconciliation ? Me demanda-t-elle prudemment. Je suis ouvert, avouai-je. S'ils peuvent respecter mes limites et reconnaître les schémas qui nous ont menés ici, j'aimerais avoir une relation avec eux. Une relation plus saine avec des attentes claires des deux côtés. Cette opportunité est arrivée plus tôt que prévu. 3 jours avant Thanksgiving, j'ai reçu une lettre écrite à la main de mon père. La première communication manuscrite qu'il m'envoyait depuis probablement 15 ans. Je l'ai ouverte avec appréhension, m'attendant à moitié à un nouveau discours culpabilisant ou une demande d'argent. Mais j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais reçu de mon père. Une véritable excuse. Cher Hasson, écrivait-il de son écriture précise d'ingénieur. J'ai commencé et jeté cette lettre une douzaine de fois, luttant pour trouver les bons mots. La simple vérité, c'est que ta mère et moi t'avons traité injustement pendant de nombreuses années. Nous avons pris ton succès et ton sens des responsabilités comme une excuse pour attendre de toi toujours plus, tout en donnant de moins en moins en retour. Les décisions liées au testament ont été l'aboutissement d'années de dynamique familiale déséquilibrée. Et ta réaction, bien que douloureuse pour nous, était justifiée.
Vendre la maison et déménager dans un endroit plus petit a été humiliant, mais nécessaire. Pour la première fois depuis des années, nous vivons selon nos moyens. Au lieu de dépendre de ta générosité. J'ai accepté un poste de consultant à temps partiel dans mon ancienne entreprise. Ce qui nous apporte assez de revenus pour couvrir nos dépenses. Derek est en train de faire face à ses propres réalités. Son affaire est un échec malgré l'investissement que nous y avons mis. Et il commence enfin à comprendre que le succès demande plus que du charme et de l'optimisme. Il ne te le dira jamais, mais il respecte ce que tu as construit avec travail et discipline. Je ne m'attends pas à ce que cette lettre répare immédiatement le mal causé à notre relation. Mais j'espère qu'elle puisse être un premier pas vers un lien plus honnête et équilibré à l'avenir. Si tu en es d'accord. Avec amour et regret. Papa. Je lus la lettre 3 fois, pour en comprendre toute la portée. Elle ne contenait aucune demande d'argent, aucune culpabilisation subtile, ni minimisation de leurs actes. Juste un vrai reconnaissance, responsabilité. Et une porte ouverte à la réconciliation sans pression. Ce soir-là, je partageais la lettre avec Alexandra pendant qu'on installait les armoires de cuisine dans ma nouvelle maison. Oh waouh, dit-elle après l'avoir lue. C'est une vraie excuse. Sans mais, sans excuse, sans manipulation. Je sais, répondis-je, encore un peu sous le choc. Je ne suis pas sûr d'avoir jamais espéré recevoir ça de lui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je réfléchis à la question. Je crois que je vais l'appeler. Je ne retournerai pas tout de suite aux repas familiaux réguliers. Mais je vais faire un petit pas vers la reconstruction du dialogue. Ça me paraît sain, approuva-t-elle, me tendant une porte d'armoire pendant qu'elle fixait les charnières. De l'optimisme prudent. 2 jours plus tard, j'appelai mon père. La conversation fut d'abord maladroite, tous les deux incertains dans ce nouveau territoire. Où les anciens schémas ne s'appliquaient plus. Mais peu à peu, nous avons trouvé notre chemin vers une communication plus authentique que celle que nous avions eue depuis des années. Il m'expliqua que ma mère avait encore du mal à accepter pleinement son rôle dans la rupture familiale. Mais elle avait accepté d'aller en thérapie avec lui pour travailler sur ses problèmes. Derek avait finalement décidé de vendre le bar sportif. Et était en négociation avec un acheteur potentiel qui le garderait comme gérant. Ce qui lui permettrait d'apprendre enfin à gérer correctement sans tout risquer financièrement. Nous ferons un petit dîner pour Thanksgiving demain, dit mon père vers la fin de notre appel. Juste nous, Derek et maman. Tu serais le bienvenu si tu veux te joindre à nous. Aucune pression, bien sûr. En fait, j'ai prévu de passer la journée avec la famille d'Alexandra, dis-je honnêtement. Mais peut-être qu'on pourrait prendre un café la semaine prochaine, juste toi et moi. Le soulagement dans sa voix était palpable. J'aimerais beaucoup, mon fils. Les semaines suivantes, je repris contact peu à peu avec ma famille. Avançant avec prudence et mesure. Et non par un retour direct aux anciens schémas. Le café avec mon père devint un rituel hebdomadaire. Ma mère finit par faire elle aussi un pas vers moi avec ses excuses. Moins directes que celles de mon père, mais sincères à sa manière. J'ai toujours pensé que je faisais bien en protégeant Derek. Avoua-t-elle pendant notre premier déjeuner en tête-à-tête. Je ne réalisais pas que je l'empêchais en fait de grandir. Pendant que je te considérais comme acquis. Derek et moi avons eu notre propre face-à-face un peu avant Noël. Il avait réussi à vendre son bar-restaurant. Et apprenait maintenant l'aspect administratif du métier sous la direction de son nouvel employeur. J'ai été un abruti prétentieux, reconnut-il pendant qu'on buvait une bière dans un lieu neutre. Pas dans son ancien bar. J'étais jaloux de ton succès au lieu d'apprendre de toi. Il pensait que je serais toujours là pour le sauver, indirectement, à travers maman et papa. Nous jouions tous les deux des rôles qu'on nous avait assignés quand nous étions enfants. Moi, le responsable, et lui, le charmeur. Rompre ces schémas n'est pas facile. Pour Noël, j'ai décidé d'aider mes parents avec l'acompte de leur nouveau logement. Pas comme une obligation permanente. Mais comme un cadeau unique, donné librement. J'ai été clair, ce n'était pas un retour aux anciens accords. Ils ont accepté ma contribution avec une vraie gratitude. Et pas comme une chose due. La nouvelle année a apporté de la guérison et de l'adaptation. Ma relation avec Alexandra est devenue plus profonde. Nous avons commencé à parler doucement d'un futur ensemble. Mon entreprise continuait de bien marcher. Et je me sentais enfin libre de profiter de mon succès. Sans le poids constant des obligations financières familiales.
Mes parents se sont adaptés à leur nouveau mode de vie plus modeste avec une grâce étonnante. Le travail de consultant à temps partiel de mon père est devenu une petite entreprise indépendante. Il donnait des conseils en ingénierie à des entreprises de construction de maisons, y compris parfois la mienne. Ma mère a commencé à faire du bénévolat dans une école primaire locale. Et elle a fini par accepter un poste payé en tant qu'assistante d'enseignante. Le changement de Derek a été peut-être le plus surprenant. L'échec humiliant de son entreprise, puis le cadre structuré de son nouveau poste de manager, l'avait fait mûrir de façon notable. Il a commencé à sortir avec une femme sérieuse, qui remettait en question ses impulsions, et l'aidait à s'intéresser vraiment à la gestion d'une entreprise, plutôt que de juste courir après le succès rapide. Pendant un dîner familial au début du printemps, désormais un événement mensuel, et non plus une corvée hebdomadaire, ma mère a dit quelque chose qui montrait tout le chemin parcouru. C'est étrange, dit-elle en regardant autour de la table. Son mari, ses 2 fils, et les femmes de nos vies. Pendant des années, je me suis inquiété de ce qu'il adviendrait de cette famille si Asson arrêtait de nous soutenir financièrement. Je n'aurais jamais imaginé que nous finirions tous par être plus forts et plus heureux grâce à cela. Plus tard dans la soirée, en rentrant à la maison avec Alexandra, elle m'a demandé si je regrettais comment les choses s'étaient passées. Juste une chose, ai-je répondu après avoir réfléchi. J'aurais aimé poser ces limites des années plus tôt, avant que le ressentiment ne s'accumule des 2 côtés. Mais je suis reconnaissant d'avoir fini par trouver le chemin vers des relations plus saines. C'est ça qui compte à la fin, dit-elle en me serrant la main. Pas que tu sois arrivé là parfaitement, mais que tu y sois arrivé. Dans les années qui ont suivi cette réunion fatidique chez l'avocat, j'ai appris des leçons profondes sur la famille, les limites et l'estime de soi. J'ai découvert que le vrai amour n'exploite pas et ne considère pas l'autre comme acquis. J'ai compris que parfois, le geste le plus aimant consiste à refuser de permettre la répétition de schémas destructeurs. Et peut-être plus important encore, j'ai appris que pardonner ne signifie pas retourner à des dynamiques malsaines. Il est possible de pardonner tout en gardant les limites nécessaires au bien-être et à la croissance de chacun. Mes relations familiales ne seraient jamais parfaites. Nous avions tous des cicatrices liées au rôle que nous avions joué pendant des décennies. Mais maintenant, elles étaient construites sur l'honnêteté, le respect mutuel et une attention sincère, au lieu de l'obligation, l'exploitation et les attentes déséquilibrées. Cette transformation, aussi douloureuse et chaotique qu'elle ait été, valait chaque moment difficile sur le chemin. As-tu déjà dû poser des limites difficiles avec des proches qui te prenaient pour acquis? Comment as-tu géré ça, et quel a été le résultat? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire t'a parlé, clique sur j'aime. Et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies sur comment gérer les dynamiques familiales compliquées. Souviens-toi. Parfois, le geste le plus courageux que tu puisses faire, c'est de défendre ta propre valeur.